Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à cette 7e édition de Big. Nous sommes aujourd'hui à l'Accor Hotel Arena. Pour ceux qui ne seraient pas présents avec nous aujourd'hui physiquement, vous pouvez suivre en live sur bpifrance.fr, big.fr, l'atelier, et il y aura également des rediffusions en replay sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui en présence de Christian Chesneau. Donc moi je suis Marie-Catherine Mollet, chargée de développement export pour le Moyen-Orient, la Turquie et l'Asie centrale, basée à Dubaï. Et Christian Chesneau, vous êtes grand reporter à la rédaction de France Inter depuis 2005. En fait, la rédaction internationale de Radio France, parce que tout France Inter, France Culture, France Info, on a fusionné les services. Donc on a un service qui s'appelle la rédaction internationale de Radio France. Voilà, c'est technique, mais bon, autant être précis. Donc vous êtes spécialisé sur le Proche et le Moyen-Orient. Et on a vu récemment que le Liban s'est doté d'un nouveau gouvernement. Oui, alors l'idée c'est qu'évidemment aujourd'hui dans la session, vous avez vu dans le programme, on va surtout parler du Golfe, de l'Arabie, du Qatar, des Émirats. Moi on m'a demandé d'intervenir gentiment, je connais bien ces pays, mais surtout effectivement faire une entrée un peu levant. C'est-à-dire commencer par Beyrouth, la Syrie et l'Iran, parce qu'on va s'apercevoir que c'est un peu interconnecté et qu'il y a quand même des liaisons avec le Golfe. Le Liban, évidemment, bonne nouvelle, il y a quand même un gouvernement qui vient d'être nommé après un an d'impasse. Alors c'est vrai que c'est une crise au Liban qui est, je pense, que quasiment historique et du jamais vu, hein, si on remonte quasiment aux Turcs, la grande famine à la fin du 19e siècle, ou quand les gens mouraient de faim à Beyrouth en 1915. Mais là, on a quelque chose, un effondrement complet de l'économie. Deux, trois éléments. Le Liban est en cessation de paiement depuis mars 2020. Une dette, je viens de voir, qui vient de dépasser les 100 milliards, qui est à peu près 100 milliards de dollars, la dette publique. Vous avez une livre libanaise, c'est-à-dire que la monnaie locale, qui a perdu 90% de sa valeur. Hein, donc c'est-à-dire que c'est un effondrement. Et depuis août dernier, le Liban, avec la conférence organisée par la France et les Nations Unies sur l'aide au Liban, le Liban est classé en catastrophe humanitaire dans le monde, au même titre que la Syrie ou le Yémen. Donc on voit le décrochement total. Donc forcément, il y a des causes à cette crise interne. C'est quand même une crise libanaise, hein, parce qu'il n'y a pas eu de gestion, parce qu'il y a eu beaucoup de corruption, il y a eu... on parlait du port tout à l'heure, mais c'est vrai que ça a été une espèce de casino, le Liban, pendant 30 ans, où l'argent arrivait, on appelait Papa Chirac, et puis on donnait 10 milliards, on faisait un tour. Là, maintenant, c'est fini, et ça s'est un peu effondré. Donc ça, c'est le côté libano-libanais, et il y a une grande responsabilité sur cette crise. Hein. C'est-à-dire qu'en interne, les réformes n'ont pas été faites. On se souvient, conférence de Cèdre en avril 2018, la communauté internationale met 11 milliards de dollars sur la table pour aider, mais pas aider n'importe comment, pour des réformes. La banque centrale, l'électricité, le port, le régime des douanes, le système d'impôts, etc. Donc il y a vraiment l'eau, les poubelles, etc. Sauf que rien ne sera fait. C'est-à-dire que donc les 11 milliards vont rester sur la table et il ne va rien se passer, quoi. Donc forcément, dans ces conditions, on ne peut pas avancer. Donc aujourd'hui, vous l'avez dit, un gouvernement, des négociations avec le FMI qui vont commencer normalement en novembre. Et puis, c'est pour ça qu'il y a aussi un deuxième volet de la crise. C'est une crise, j'allais dire, géopolitique internationale, avec la question de l'Iran et du Hezbollah, et notamment des Américains qui ont mis des sanctions très fortes sur tous ceux qui aident l'Iran et ses alliés, c'est-à-dire le Hezbollah. Et donc, par exemple, pour revenir au Liban, les banques libanaises ont été sous sanctions, enfin en tout cas ne peuvent plus faire des transactions avec la Syrie, avec l'Iran. Et donc ça a aussi contribué à plomber le système. Et vous avez aujourd'hui le Hezbollah qui a sa propre économie, c'est-à-dire qui est quasiment autonome financièrement. L'Iran verse de l'argent. Bon an mal an, c'était entre 30 et 50 millions de dollars par mois. Et puis la diaspora d'Afrique qui amène l'argent dans les valises, etc. Donc ils sont quasiment autonomes. Et le truc le plus impressionnant, si vous suivez un peu l'actualité, c'est que vous savez qu'il y a une crise de l'électricité au Liban et l'Iran est en train d'envoyer des bateaux de fuel ravitailler le Liban. Alors ils passent par où? Il y a 3 bateaux qui sont arrivés. Ils passent par la Syrie, ils débarquent à Tartous et il y a une noria de camions-citernes qui va approvisionner le Liban. Donc voilà un peu le tableau. Donc c'est pour ça que, encore une fois, pour faire ce point Liban, il y a à la fois une crise interne où là les Libanais sont à 100% responsables, et puis il y a aussi des éléments externes qui viennent compliquer
parce qu'ils sont sous pression américaine et que ça bloque le système. Est-ce qu'ils doivent accepter ces livraisons de fuel par l'Iran? Alors ça fait un débat. Moi j'étais au Liban cet été. Évidemment, les gens qui ont dit c'est l'Iran qui va donner du fuel aux Libanais. Forcément, il y a un clivage pro-anti-Hezbollah. Les Occidentaux ont tout de suite réagi, notamment les Américains, 2 heures après l'annonce des bateaux, dit on va essayer de faire passer de l'électricité par l'Égypte, la Jordanie. Donc ils sont en égo pour faire amener de l'électricité par derrière. Donc voilà. Donc ce qui veut dire que là, sur ce coup-là, l'Iran est très réactif, très intelligent et enfonce des coins là où les Occidentaux sont finalement assez passifs, quoi. Donc ça, c'est le premier. On voulait aborder aussi la Syrie parce que là aussi, on parle de Liban, mais il y a ce qu'on appelle l'interland, enfin l'arrière-coup, en tout cas, c'est la Syrie. Et c'est vrai que cette crise a aussi pesé sur le Liban, plus d'1 million de réfugiés à cause de la guerre. Donc ça pèse sur un pays de 5 millions d'habitants. Faut les nourrir, etc. Il y a les camps, il y a l'eau, etc. Ça pèse. Le business aussi a été perturbé parce que le Liban exportait par le port de Beyrouth, mais par la terre, les fruits et les légumes qui partaient en Jordanie, dans le Golfe, ça passait par la Syrie. Donc tout ça, ça a été perturbé. Donc on a une double crise qui amplifie la crise libanaise. Alors ce qui est intéressant de voir aujourd'hui sur la Syrie, qui est un peu un trou noir du Moyen-Orient, où il y a l'impression qu'il ne se passe rien, on sent que justement les pays du Golfe et autour commencent à vouloir renouer avec Bachar el-Assad. Pas plus tard que cette semaine, le roi Abdallah de Jordanie a appelé Bachar el-Assad personnellement. Ils ont rouvert la frontière pour laisser passer des camions, donc pour refaire du business. Royal Jordanian, la compagnie aérienne, a repris ses vols Amman, Damas. Et puis, plus important encore, les pays du Golfe, notamment les Émirats, qui ont ouvert une ambassade en 2018. Et là, en ce moment, vous savez, c'est l'Expo universelle à Dubaï. Et il y a eu des entretiens entre le ministre de l'économie des Émirats et le ministre de l'économie syrien. L'idée, c'est à un moment donné, reprendre du business, refaire des relations. L'Arabie, c'est la même chose, veulent refaire du business. L'idée derrière ça, c'est pas simplement faire de l'argent, c'est aussi de dire, si on veut contrer, en tout cas, pas s'opposer, mais en tout cas avoir une réponse face à l'Iran, il faut reprendre pied. On ne va pas laisser l'Iran, Téhéran, Bagdad, Damas, banlieue sud. Donc si on veut être présent, jouer un rôle, il faut remettre des billes. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que dans quelques mois, l'Égypte réintègre la Ligue arabe, par exemple. Et donc sur l'Iran? Alors l'Iran, c'est intéressant parce que, et c'est pour ça que ça intéresse aussi toute la stabilité de la région, c'est qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a la problématique évidemment du nucléaire. Apparemment, les négociations vont reprendre au mois de novembre, qui est une crise qui est très grave. Des négociations avaient commencé au mois de Vienne. Les Iraniens ont un nouveau président, Ebrahim Raïssi, qui est un ultra-conservateur. Donc les durs sont revenus au pouvoir. Ils n'ont pas envie de baisser la garde. C'est-à-dire qu'ils disent aux Occidentaux, nous on reprend les négociations là où elles sont terminées. Les Français et les Américains voulaient rajouter des clauses, notamment sur le balistique, les missiles et l'influence régionale. Les Iraniens disent non. Donc là, on est dans une espèce de course contre la montre parce que l'Iran enrichit. Le stock continue, ils avancent. Eux disent ils ne veulent pas la bombe, mais en même temps, ça progresse. Donc là, on est dans une crise qui va, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais qui est très préoccupante. Et pour les Occidentaux, pour les Français, parce que là, on ne sait pas comment ça va se passer, d'autant que les Iraniens ont pris leur temps pour revenir, etc. Donc il y a ça, plus ce qu'on appelle l'influence régionale. Et quand on parle des pays du Golfe, on sent qu'il y a aujourd'hui une volonté d'apaisement avec l'Iran. Le Yémen, c'est une catastrophe. Les Saoudiens, c'est un bourbier. Les Iraniens aussi ont envoyé un message en septembre 2019 quand ils ont bombardé Aramco, une attaque drone, missile avec les Houthis. Donc en 2 heures, il n'y avait plus de pétrole. Et donc là, les Saoudiens se sont aperçus, 1, ils étaient vulnérables. 2, les Américains ne les protégeaient pas. 3, ils pouvaient acheter toutes les armes du monde. En 2 heures, ils étaient à plat. Donc résultat pour eux, ça a été un peu un 11 septembre. Et là, ils se disent, on va quand même regarder, essayer de parler avec les Iraniens. Et en ce moment, depuis plusieurs mois, vous avez des rencontres à Bagdad entre les Iraniens et les Saoudiens, notamment les services,
pour essayer de trouver un modus vivendi, etc. Donc là, on est dans cette phase-là, plutôt d'apaisement. On voit bien que les pays du Golfe, il y a eu cette réconciliation avec le Qatar. Tout ça, c'est l'idée de se dire, après toutes les divisions, en jouant personnel, il va falloir quand même serrer un petit peu les rangs avec des Américains qui sont moyennement fiables, qui quittent l'Afghanistan. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent. En face, vous avez les Iraniens qui sont droits dans leurs bottes et malgré l'embargo, malgré tout ce que l'on remet sur la tête, ils sont toujours là et ils envoient du fuel à Beyrouth. Et ils continuent avec les Houthis, donc eux, ils n'ont pas envie de baisser la garde. Et puis, vous avez des puissances, la Chine, la Russie, qui aussi prêtent des positions dans la région. Et alors la France dans tout ça? Nous, la France, on est un petit peu, je ne dirais pas qu'on est largué, mais on a essayé au Liban, vous vous souvenez, le président Macron a essayé de s'investir, mais ça a été compliqué, ça n'a pas donné les fruits. Ce que veut Macron surtout, c'est avoir le port de Beyrouth, c'est-à-dire CMA, CGM. L'idée, c'est quand même l'objectif économique ou commercial. CMA, CGM est déjà à Tripoli, dans le nord. Donc ils aimeraient avoir le port, et pour l'instant c'est des négos. Alors le nouveau gouvernement, ça va peut-être faciliter les choses, mais c'est une histoire longue, il y a de la compétition, il y a les Allemands, etc. Donc la France, on a fait une croix sur la Syrie. Donc là, pour la Syrie, on est hors jeu. Alors que les Européens commencent à revenir, remettre des diplomates, les Allemands, les Italiens, les Espagnols reviennent à Damas. Nous, on est sur une position entre guillemets morale, ou en tout cas, on est un peu prisonnier de notre posture anti-Assad, qui finalement devient un peu sclérosante, parce qu'encore une fois, tout le monde est en train de revenir, sauf nous. Donc nous, on a fait une croix. Et puis après, la France, on essaye, avec l'Irak, le Golfe, d'avoir des liens les plus denses possibles sur le business, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être un peu rapide, mais c'était parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Non, c'est très dense, c'est très bien. Anne. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai deux questions. Peut-être plus fort, ils ne s'entendent pas. Oui, alors deux questions. Une qui concerne le rôle de l'Arabie Saoudite au Liban. On a vu qu'il y a eu pas mal de choses qui ont distendu les relations. L'épisode Saad Hariri, l'épisode du Captagon, etc. Est-ce que l'Arabie Saoudite, là, se dit, il serait peut-être temps de revenir dans le jeu libanais? Et ma deuxième question, c'est concernant la France en Irak. Là, on sent que Macron tente de vraiment replacer ses pieds au Moyen-Orient via l'Irak. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aurais dû le dire aussi, c'est-à-dire que là, les pays du Golfe, autant veulent revenir en Syrie, mais ne veulent plus mettre $1 au Liban. Ça ne les intéresse plus. Eux, leur narratif, notamment les Saoudiens, ils disent on a payé pendant 30 ans. Rafik Hariri, Saad Hariri, les sunnites, etc. Vous n'avez rien fait. Le Hezbollah est de plus en plus puissant, donc on ne va pas continuer à payer. En plus, l'argent part sur la Côte d'Azur, en Suisse, dans les Panama Papers. Donc nous, on ne veut plus payer. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, le clan Hariri est en grande difficulté parce que les Saoudiens, c'est plus comme avant, quoi. Donc ils ne veulent plus payer et faire des chèques en blanc. Donc ça, y compris les Émirats. Les Émirats, moi j'ai eu des contacts, ils veulent plus payer pour le Liban. Donc donc ça c'est... Alors peut-être qu'ils donnent un petit peu pour l'aide alimentaire, pour des petites choses, mais le réinvestissement, un petit peu, mais on n'est plus, on va donner des milliards comme c'était avant. Par contre, on sent vraiment clairement une volonté de réinvestir en Syrie. Parce que c'est stratégique, parce qu'il y a plus d'enjeux. Pour la deuxième question, c'était sur l'Irak. Oui. Alors l'Irak, oui. Pour la France, on sent aujourd'hui, il y a deux pays phares, notamment pour le business, et d'ailleurs qui dépassent presque le Golfe, c'est l'Égypte et l'Irak, qui sont lune de miel avec l'Égypte, Sisi Macron, avec énormément de business, notamment dans l'armement, et l'Irak, avec effectivement de grands projets. Mossoul aéroport, le métro de Bagdad, Total qui a conclu un énorme contrat. Donc là, il y a l'idée, et d'ailleurs je pense que la récente conférence de Macron à Bagdad, effectivement, c'était un peu le signe, on se réinvestit, on reprend pied. Enfin, on reprend pied dans une terre qui nous était acquise dans les années 70-80, où on a tout fait, Bouygues et compagnie, Total, on a fait, les grandes infrastructures, c'était beaucoup la France. On a été écarté, guerre du Golfe, etc. Et là, on essaye de revenir et les Irakiens ont envie de diversifier, déçus par les Américains, il y a une pression iranienne, donc la France, effectivement, essaye de jouer son rôle. Merci beaucoup. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vous parliez de la reprise des négociations entre les États-Unis et l'Iran. Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur le système bancaire libanais, en termes de réduction de la pression? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est avez-vous un espoir dans les élections qui vont arriver au début d'année prochaine, qui vont peut-être même être avancées au Liban? Oui. Sur la question bancaire, c'est vrai que c'est une question cruciale parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et encore une fois, les banques libanaises sont en très mauvaise posture parce qu'effectivement, elles sont quasiment en faillite et c'est compliqué. Ce qui est clair, c'est que si on avance sur la question iranienne, le nucléaire, les sanctions, ça va détendre l'atmosphère partout, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura ça va infuser partout. Si ça se crispe et si on n'a pas de solution, là effectivement, ça risque de continuer à crisper partout. Et là, ça va être compliqué parce que encore une fois, l'enjeu de ces négociations sur le nucléaire, c'est lever les sanctions qui avaient été levées en 2015 à Vienne, quoi. Les Américains tergiversent, etc. Mais pour les Iraniens, c'est tout ou rien. Ils ne vont pas se contenter. En plus, ils ont beaucoup d'argent. On parle de 80 milliards d'avoir gelé à l'étranger. Donc, s'ils ne récupèrent pas ça, ils ne feront rien. Pour les élections au Liban, malheureusement, je crains que ça soit un peu une illusion. Que la vieille classe politique que Macron a essayé de défier, finalement, en venant à Beyrouth, elle est coriace. Elle a beaucoup d'argent. Et donc, vous savez, une élection, avec 1000 $, vous achetez un village, quoi. Donc, ça va être très compliqué. Je pense qu'il ne faut pas se faire des illusions. Il faut espérer quand même, malgré tout, que des nouvelles têtes arrivent, qu'il y ait un peu de changement, mais ça risque quand même, il risque d'avoir une inertie du système qui quand même se reproduit parce qu'on ne change pas un pays comme ça en un an, quoi. Donc, et encore une fois, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'influence. Le Premier ministre Mikati, milliardaire, il est dans les Pandora Papers, il fait partie aussi du système, donc il n'a pas envie que ça s'écroule, donc il y aura quand même une inertie. Une autre question? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Une question? Voilà. Merci pour votre intervention. Juste une question. Comme l'Iran revient sur la scène, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une nouvelle carte de puissance régionale et l'Iran va mener le jeu? C'est-à-dire qu'on sent que les plaques tectoniques sont en train de bouger, quoi. On voit bien que, encore une fois, les Américains quittent. Quand vous êtes Iranien et vous voyez les Américains plier bagages en Afghanistan, plier bagages à Bagdad, même s'ils disent on reste un petit peu, ils se disent, c'est sûr que pour eux, ils jouent sur le long terme, ils jouent sur le temps long. Ils ne vont pas revenir comme ça, mais c'est sûr que pour eux, et c'est pour ça d'ailleurs que les Saoudiens, les Qatariens, tout le monde essaie de faire, parce qu'ils savent que c'est une puissance, 80 millions d'habitants, économiquement, effectivement, il y a tout à faire. Donc forcément, je pense qu'il est illusoire, notamment chez les Occidentaux, de vouloir couper les ailes en disant l'Iran n'aura plus d'influence régionale. C'est comme si on disait à l'Allemagne en Europe, vous n'avez plus d'influence régionale. C'est complètement stupide. Surtout qu'ils ont vraiment des atouts, et des atouts militaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent frapper, quoi. Encore une fois, l'histoire d'Abqaiq, ils peuvent détruire l'Arabie en 2 heures. Donc il y a un moment donné, donc il vaut mieux s'entendre. Mais toute la question, c'est le nucléaire. Comment ça va cette affaire avec une administration iranienne qui est très dure, Biden, on ne sait pas trop, ça a l'air compliqué, je veux dire, ça n'a pas l'air simple, peut-être même plus compliqué que sous Trump. Donc voilà, c'est ça à mon avis, c'est pour ça le sens de l'intervention, c'est que l'Iran, c'est quand même là, c'est l'Iran qui irrigue en fait toutes les crises, le Yémen, le Hezbollah, enfin un peu partout, quoi. Donc si on ne trouve pas de solution, par capillarité, en fait, en tout cas, ça va continuer les problèmes autour, quoi. Oui, dernière question. Une question pour Anne. Merci beaucoup. J'aimerais bien avoir votre sentiment sur les élections irakiennes qui vont se passer dimanche. Selon vous, clairement, ça va être un petit peu compliqué. Il y aura sûrement une abstention assez forte et ça va être de toute façon compliqué de désigner un Premier ministre, mais on dit que Kazimi se maintiendrait. Quelle est votre opinion sur tout ça? Le problème, c'est qu'en Irak, encore une fois, le pays est devenu tellement compliqué parce que il a été traumatisé. Les Américains sont plutôt ont quitté pas mal leur base, etc. Les Iraniens sont toujours là, mais il y a un sentiment très anti-iranien. Donc ça va être, moi je suis pas Madame Soleil, mais c'est vrai que mais le problème, c'est aussi un problème pour la France. C'est-à-dire que nous on parie sur Kazimi, mais ça se trouve dans 6 mois il est plus là, quoi.
il peut y avoir autre chose. C'est pour ça que c'est pas simple. On verra. Il y a quand même une contestation très forte de la jeunesse parce que c'est la même chose qu'au Liban. C'est-à-dire que les gens, ils veulent vivre, ils veulent de l'eau, l'électricité, étudier, des hôpitaux, etc. Donc il faut délivrer un petit peu. En Irak, il y a une énorme corruption aussi. Donc il y a des problèmes de base à régler, plus des interférences. Donc moi je sais pas, moi j'ai pas la clé, hein, mais non, mais c'est pas, comment dire, c'est pas blanc ou noir, quoi. Je veux dire, ça va être un truc un peu peut-être grisé. Et non mais ça pose nous en tant que Français, enfin je veux dire pour les autorités, c'est comment on se projette dans ce pays, quoi. Avec quelqu'un qui peut sauter, ça se passe très bien avec Macron, mais dans 3 mois, peut-être que Kazimi n'est plus là, peut-être Macron sera plus l'année prochaine, je ne sais pas. Mais, donc c'est très instable, c'est très volatile. Mais c'est encore une fois, pour nous, on parle business ici, c'est vrai que pour la France, c'est quand même un marché qui est très important en ce moment. Voilà. Tu n'as pas du tout parlé du Koweït. Et il a du poids ou il n'existe pas? Le Koweït, c'est un pays qui a été traumatisé en 90, donc qui a pris un tel coup de bâton sur la tête qu'ils ne se sont jamais remis de cette histoire. Donc le Koweït est un peu un cul-de-sac. Ils ont énormément d'argent. Alors, comme on est à BPI France, c'est-à-dire que les gens sont focalisés sur l'Arabie, le Qatar et les Émirats. Mais le Koweït, énorme business. En plus, ils aiment bien, ils adorent la France, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, il n'est pas dans la lumière. Il y a un autre pays aussi qu'on oublie complètement, c'est Oman. Ils adorent la France et personne n'y va. Alors c'est vrai qu'il y a moins d'argent, il y a moins de business, mais on a un peu des trous. C'est-à-dire que nous, Français, on a un peu des trous noirs, enfin des espèces de trucs. On privilégie certains et on oublie les autres. Koweït et Oman, à mon avis, c'est des pays, en plus qui nous aiment bien, où il y aurait effectivement des choses à faire. Mais encore faut-il que des ministres se déplacent, que le président y aille, que voilà, si personne n'y va, évidemment. Surtout que Oman est sorti de la liste d'interdiction pour les financements, donc peut-être qu'on peut faire des choses. Je dis Oman, mais quand on parle des Émirats, moi j'étais récemment, il y a encore la lessiveuse, elle fonctionne. Il y a quelques petits Émirats où on a vu notre ami Strauss-Kahn qui a à Ras Rahima quelques comptes. Voilà, ça lessive encore pas mal, je veux dire là-bas. Donc et pourtant on est en lune de miel avec les Émirats, donc faut pas non plus voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Koweït et Oman, c'est des pays effectivement où il y a des possibilités qu'on laisse en jachère finalement. Et on ne s'intéresse pas et que nos ministres vont à Doha, à Abu Dhabi et à Riyad et puis le reste ça n'existe pas. Donc c'est un peu dommage. D'autres questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais 2 questions. Vous parliez de la nouvelle administration iranienne. Vous disiez qu'ils étaient durs, mais j'ai l'impression que le pragmatisme règne en fait sur le nucléaire. À savoir qu'on n'a pas un retour aux années Ahmadinejad, mais plus un pragmatisme, parce que les sanctions deviennent aussi intenables. D'où ma question, jusqu'où pensez-vous qu'il puisse être dur ou pragmatique? Et ma deuxième question, en termes d'investissement, on voit beaucoup d'entreprises italiennes, notamment des entreprises familiales, qui vont en Iran. Quid des françaises? Et qu'est-ce qui pourrait être débloqué éventuellement la question? Sur le nucléaire, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a une posture dure. Les Iraniens veulent négocier, veulent conclure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique, si vous voulez vraiment partir à l'aventure, ils disent on arrête tout, on empêche l'AIEA de mettre ses caméras. Donc, ils ne veulent pas la rupture. Ils veulent c'est ce qu'on appelle la diplomatie du bord de gouffre. C'est-à-dire on pousse, on joue du temps. C'est ça l'idée. Mais évidemment, eux, parce qu'en Iran, c'est la catastrophe économique. Je veux dire, c'est quand même, c'est dur. Hein, je veux dire, en termes sur tous les plans, quoi. Donc, pays de 80 millions d'habitants, je disais. Donc eux, ils poussent. Sauf qu'évidemment, on a des gens un peu plus durs. Ils sentent que les Américains, les Occidentaux les ont un peu baladés. C'est quand même pas eux qui sont sortis de l'accord. Donc ils disent, c'est pas nous. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer de l'argent et exporter leur pétrole. Et lever les sanctions. Donc ça va se négocier. Mais après, c'est un process qui est long. Mais je suis d'accord, c'est des gens extrêmement rationnels. Ils ne sont pas du tout dans un aventurisme, etc. Ils calculent tout, ils envoient des messages ici ou là. Donc ils ne sont pas dans une logique de rupture. Donc donc c'est plutôt bien. Ça veut dire que voilà, idem pour les Américains. On veut arriver à un accord. Mais comment ça va se faire, sous quelles conditions, voilà. Sur le business, oui, les Français sur l'Iran, on a fermé rideau, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait essayé de créer Instex, cette fameuse chambre de compensation
qui n'a quasiment jamais vu le jour, qui était destiné sur le médical, les produits agroalimentaires, une espèce de troc. Bon, bah, les Américains ont saboté, et puis les entreprises françaises qui ont été traumatisées par l'histoire de la BNP, les sanctions, je ne sais pas combien de milliards ils ont payé parce qu'ils avaient contourné. Donc évidemment, tout le monde, voilà. Donc il n'y a quasiment plus aucun business, alors qu'au moment de l'ouverture, il y avait plein de projets. Aéroport de Paris, il y avait les banques, il y avait le tourisme, il y avait les accords, il y avait plein de... puis on avait Renault et Peugeot là-bas sur place. Hein. Mais là, c'est un peu le trou noir, quoi. Donc on est un peu, j'allais dire, moins courageux que peut-être les Italiens. Voilà. On a le temps pour une dernière question. Mais c'est la dernière. Hein. Bon. Non. En tout cas, merci. Merci à vous, Christian Chesneau. C'était vraiment très enrichissant. Pour rappel, cet atelier sera disponible en replay sur YouTube. Merci encore. Et on vous retrouve dans 10 minutes pour un atelier sur les méga projets en Arabie Saoudite. Merci, Christian.